Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, damoiseaux, damoiselles, chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous qui maintient un projet. Vous proposez chaque livre comme étant un visa pour la lumière. Voici une formule que je viens de voler à l'écrivain Franck Etienne. Aujourd'hui, la lumière sera faite sur une ville en Haïti. Une ville qui a une importance patrimoniale et historique majeure. Je vais vous conduire au Cap Haïtien. Nous allons visiter cette ville dans sa musique, dans sa cuisine, dans son histoire, dans sa sismologie, dans son offre culturelle, dans sa beauté, dans sa possible déchéance. Nous allons faire un grand tour de la ville de Cap Haïtien. Je vous dis que vous êtes sur la bonne station de télé. Nous sommes dans le bon état d'esprit. Mon ingénieur est solide comme le roc. Il va vous déclarer le Cap Haïtien comme jamais cette ville ne vous a été déclarée. Nous allons rester entre-temps dans le squelette de l'émission. Voici la rubrique Temps Poème. Étant donné que nous allons vous faire visiter le Cap Haïtien, à travers ce qu'on va appeler un beau livre. Un beau livre, c'est une catégorie de livres qui existe sur la Terre qu'on appelle les beaux livres. Et mon invité, il a fait ce livre tel une déclaration d'amour à la ville du Cap. Je vais, pour ainsi dire, pour épicer le cocktail, vous lire un poème de Tertullien Guilbeault. Tertullien Guilbeault qui est un poète de Port-de-Paix, qui connaît bien Cap Haïtien, qui a même été indirectement frappé par le tremblement de terre de 1842, qui a détruit non seulement le Cap Haïtien, mais aussi beaucoup de villes avoisinantes, dont Port-de-Paix, Mont-Saint-Nicolas, etc. Il nous guida vers la victoire, notre drapeau rouge et bleu. Bien plus, le drapeau tricolore qui partout comme un astre à lui saluant notre belle aurore, un jour s'inclina devant lui. France, tes légions altières suspendirent un jour leur feu afin d'applaudir avertir l'illustre drapeau rouge et bleu. Oh, il vivra, je le répète, on le verra peut-être un jour, calme et serein sous la tempête des continents, faire le tour notre pavillon historique. Et de mon cœur, l'éternel vœu, c'est qu'il flotte aux steppes d'Afrique, notre drapeau rouge et bleu. Ce drapeau rouge et bleu, voici un poème de Tertullien Guilbeault. S'il y a un endroit historique en Haïti où ce drapeau, où Haïti, où la nation, où les pères fondateurs de ce pays ont calmé, ont pointé leur héroïsme au goût du jour, c'est bien la ville de Cap Haïtien. C'est cette ville que nous allons visiter à travers ce très beau livre, Le Cap Haïtien, qui est dans l'actualité à travers ces 350 ans d'histoire, 1670-2020, 350 ans, ça se fête de la meilleure des manières. Je reçois l'ingénieur Pérard. Je vous demande de respirer, il vous arrive tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe
que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Votre aide de camp général m'a remis votre lettre de ce jour. J'ai l'honneur de vous faire savoir que je ne pouvais vous livrer les forts et la place confiée à mon commandement sans qu'au préalable, j'ai reçu les ordres du gouverneur général Toussaint Louverture, mon chef immédiat, de qui je tiens les pouvoirs dont je suis revêtu. Je veux bien croire que j'ai affaire à des Français et que vous êtes le chef de l'armée appelé expéditionnaire. Mais j'attends les ordres du gouverneur, à qui j'ai dépêché un de mes aides de camp pour lui annoncer votre arrivée et celle de l'armée française. Et jusqu'à ce que sa réponse me soit parvenue, je ne puis vous permettre de débarquer. Si vous avez la force dont vous me menacez, je vous prêterai toute la résistance qui caractérise un général. Et si le sort des armes vous est favorable, vous n'entrerez dans la ville du Cap que lorsqu'elle sera réduite en cendres. Et même sur ces cendres, je vous combattrai encore. Voici ce dont est capable une ville, un homme, Henri Christophe, ingénieur Pérard, bienvenue encore une fois à Délivrez-vous. Bon, tout le plaisir est pour moi. J'ai décidé de commencer par ce passage que je trouve fort capois, fort provocateur. Et avant d'entrer tout de suite dans le livre, quand je vois comment ce livre il est fait, comment ce livre il est monté, vous avez fait la maquette graphique du livre avec la plupart des photos qui y sont figurées. C'est vraiment un livre magnifique qui célèbre les 350 ans de la ville du Cap. J'ai envie de vous demander, un peu en résonance avec ce passage, ces paroles célèbres d'Henri Christophe, quand l'armée expéditionnaire voulait entrer dans la ville du Cap, quand je regarde la facture de ce livre, j'ai envie de vous demander, est-ce que les Capois sont des Diolais? Bon, en principe, on dit de quelqu'un qu'il est Diolais, c'est lorsqu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Mhm. On peut dire peut-être de quelqu'un qu'il est vantard, peut-être. Ouais. Quand il se vante ou bien quand il vante ses talents. Ouais. Dont il ne détient pas forcément. Ouais. Oui. Mais là, dans le cadre de la ville du Cap, la fierté capoise est une fierté bien placée. Bon, cette fierté ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Si vous avez parcouru le livre, vous verrez que, par exemple, lorsque je décrypte le théâtre capois, Mhm. je remonte au temps de la colonie. Ouais. Donc il y avait un théâtre au Cap au temps de la colonie. Donc il y avait une salle de théâtre où on faisait jouer des pièces françaises au Cap haïtien. J'ai même vu une affiche où les pièces de théâtre sont programmées. On jouait Molière, n'est-ce pas? Ben oui. On jouait Corneille. Il y avait même une salle d'opéra au Cap haïtien. Oui, par exemple, au temps du roi Christophe, il y avait un opéra capois qui est devenu aujourd'hui une loge maçonnique. Le bâtiment existe encore. Hein, et je l'ai mis dans le livre. J'ai mis une photo de l'opéra capois. Absolument. J'ai vu cette photo. Est-ce que ce livre, Ingénieur Pérard, c'est pour dire que dans l'histoire d'Haïti, on a été capable de grandeur et la ville du Cap en est la preuve? Oui. Et ce livre veut montrer plusieurs choses. D'une part, la résilience de la ville du Cap, mais aussi il veut montrer sa beauté qui n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Et donc, et puis ça veut montrer, dans le livre, je voulais montrer aussi la diversité de la culture capoise aussi. Il y a une culture capoise. Ouais. Et vous avez touché pour ce faire à la gastronomie et à la musique. Vous avez touché au bâti, à l'architecture de la ville. On sait que vous êtes ingénieur civil, d'où cette sensibilité naturelle pour le bâti. Mais il y a un élément qui domine l'histoire de la ville du Cap, c'est les incendies.
Pourquoi cette ville a-t-elle été autant incendiée dans son histoire? Comment expliquer ça à un jeune de 13 ans là, qui assiste au tournage? Bon, chaque incendie a sa raison. La première fois que la ville a été incendiée, c'était parce que les Espagnols étaient mécontents du fait que les Français ont pris leur place dans la colonie et les ont chassés de la colonie. C'est ainsi que la ville a été incendiée une première fois en 1691, une deuxième fois en 1695 par les Espagnols. Mais la ville aussi a été incendiée lors de l'affaire Galbo. Oui, c'est là en effet. Oui, On a ça là, nous sommes en 1793. En 1793. Et la ville aussi a été encore incendiée en 1802 parce que Christophe ne voulait pas baisser pavillon devant l'armée expéditionnaire. Devant l'armée Ouais. expéditionnaire française Ouais. qui voulait envahir la ville pour venir rétablir l'esclavage à ses domaines. Et là, quel acte de bravoure! Christophe a commencé par incendier sa propre maison. Ah oui, qui était un véritable palais. Ouais. Et il y avait des tapis, des meubles d'une très grande valeur. Mais essayons Il de a voir. donné l'exemple en commençant par là. Ouais, pour dire si ma maison, je la brûle, alors la vôtre, on va la brûler aussi. Mais essayons de voir la logique qu'il y a derrière cette démarche. Pourquoi Christophe n'a pas livré combat aux militaires français au lieu que d'incendier la ville? Est-ce que ce serait une forme de lâcheté sournoise? Non, ce n'est pas une faute. C'est moi, je pense que c'est un acte de bravoure. C'est un acte de bravoure. Parce que justement, il a eu le temps d'évaluer le rapport de force aussi. Donc il a senti qu'il était en incapacité de livrer un combat équitable aux Français qui étaient plus équipés, plus nombreux. Ils étaient plus nombreux et plus armés. Et maintenant, l'une des tactiques que les révolutionnaires haïtiens utilisaient, c'est une tactique de guérilla. Donc, ils ont brûlé la ville pour se réfugier à l'intérieur et faire des escarmouches contre les Français. Donc, c'est pas par lâcheté. Donc, C'est une stratégie de bataille. Ben oui. Et parlons maintenant du plan de la ville du Cap. Avant de voir pourquoi ça s'appelle Cap Haïtien, vous avez fait tout un travail sur le nom de la ville. Vous parlez d'un plan d'urbanisation qui est comme des carreaux de damier. Et ce premier plan d'aménagement de la ville du Cap a été décidé par qui? Bon, là, c'était carrément les ingénieurs français qui ont tracé la ville. Donc ça c'est pas nous qui avons ce mérite-là. Ouais. Donc, mais maintenant, ces ingénieurs français se sont inspirés De ce qui se passait à Paris, de ce qui se passe. à la Nouvelle-Orléans. Non, mais ils se sont basés sur des théories anciennes de tracés de villes. Donc, il fallait qu'il y ait un truc à angle droit, des rues qui soient bien tracées. Le seul problème qu'il y a dans la ville du Cap, dans le tracé de la ville du Cap, c'est que les rues, dès l'origine, étaient des rues relativement étroites. Et la majorité des rues de la ville ne font pas plus de 7 mètres de large entre trottoirs. Mais jusqu'à présent, les rues du ben, Cap Haïtien sont quelque peu étroites. On peut pas. Oui, Ouais. c'est pas conçu, par exemple, pour la circulation de conteneurs. Oui. Ça pose quelques problèmes. Mais disons ça tout de suite pour les gens qui nous regardent, ce n'est pas un défaut urbain. À Paris, toute grande ville que Paris soit, il y a beaucoup de petites rues à Paris. Non, non, Ouais. parce que non, c'est que on construit une ville en fonction de ses besoins. Et de sa démographie, j'imagine. Ben oui, Ouais. mais d'une part, parce que à l'époque où on a construit la ville, il n'y avait pas de conteneurs. Ouais, ça Donc n'existait pas. Voilà. les gens roulaient en carrosse. Et ça ne nécessitait pas une très grande emprise. Et pour la démographie, on était autour de 10 000 habitants à cette époque-là. Oui, entre 10 et 20 000. Ouais. Ouais. Donc C'est c'était... pas la ville actuelle de plus de 400 000 habitants. Non, les grands boulevards n'étaient point à l'ordre du jour. Ouais. Maintenant, dis-nous, ingénieur Pérard, moi j'ai vu ça dans le livre 350 ans d'histoire que tu as écrit, mais pourquoi le Cap Haïtien s'appelle aujourd'hui Cap Haïtien? Quelle est l'histoire
du nom de cette ville? D'abord, les Espagnols, lorsqu'ils ont débarqué ici, ils ont appelé la ville Cabo Santo. Là, nous sommes en 1492 environ. Oui. C'est Christophe Colomb qui débarque. Oui, Magnifique. Premier élément d'information. c'est Cabo Santo. Donc, comme c'est un cap, Uh-huh. donc ils ont appelé ça Cap Saint. Mhm. Maintenant, lorsque les Français, sous la conduite de Pierre Lelong, Mhm. se sont établis en venant de la Tortue pour s'établir au Cap Haïtien et pour tracer la ville, donc ils l'ont appelé Cap Français. Et ces Français étaient des flibustiers ou des militaires français Des organisés? flibustiers. Des flibustiers principalement. Mhm. Oui, les flibustiers. Et ils ont chassé à ce moment-là les Espagnols. Il y Ben a eu oui, une ils guerre. ont pris la place des Espagnols. Ouais. Et c'est pour ça que vers 1691 et en 1695, les Espagnols ont mis le feu à la ville. Ouais. À deux reprises, parce que tout simplement, ils Ils étaient avaient très perdu mécontents. leurs intérêts. Ah leur- bah oui. Ouais. Se faire chasser comme ça par les flibustiers par des français. concurrents. Ouais. par C'était des- dur. Ah bah oui, c'était difficile. Ça leur restait au travers de la gorge. Donc il y avait toujours une guerre incessante pour la possession du Cap entre les Français et les Espagnols. Oui, ceci est resté jusque Au lorsque fameux les Français traité de ont Ryswick. traité de Ryswick. Ouais. C'est ça, donc c'est à ce moment-là que les Ouais. Espagnols ont promis qu'ils n'attaqueraient pas la possession française à Saint-Domingue. Et là, nous sommes en 1697. Oui, Traité de Ryswick, la paix entre Espagnols et Français. Et là, à ce moment-là, la ville du Cap s'appelle Cap Français jusqu'à présent. oui, Et l'esclavage, Battait il est horrible. battait quoi. son trait. Parce que malheureusement, les premiers Noirs sont arrivés en 1503. Oui. Donc à cette époque-là, la colonie est florissante. Oui, Maintenant, l'économie du Cap, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on cultivait? on produisait du sucre à partir de la canne à sucre qui était l'une des denrées principales. Mhm. Et puis il y avait du café, il y avait De du l'indigo, j'imagine ouais, aussi. il y avait de l'indigo, il y avait du cacao. Ouais. Donc, mais c'était, figurez-vous qu'à cette époque, la seule colonie de Saint-Domingue constituait l'essentiel des ressources de la France. Ouais. Et c'est donc pour ça qu'on appelait Haïti à l'époque la perle des Antilles. Beaucoup d'Haïtiens ne comprennent pas l'histoire de cette formule. C'était la perle des Antilles de la France. C'est ce que la France avait de plus précieux à l'époque dans les Antilles. Ah, tout à fait. Et nous, par défaut de fabrique, on répète à tort et à travers, Haïti, c'est la perle des Antilles. Je rappelle que je reçois l'ingénieur Jean-Hérol Pérard, qui vient de publier un très beau livre sur les 350 ans de la ville du Cap. Mais vraiment, c'est le Cap à tribord et à bâbord. Nous allons avoir la saisie la plus panoramique sur cette ville à forte importance patrimoniale, historique et militaire pour Haïti. Allez, je vous laisse respirer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Radio-Télévision Caraïbe à l'heure de l'émission Des livres et vous. Et aujourd'hui, Délivrez-vous qui est une émission du bonheur, une émission du livre, pour le livre, par le livre, une émission pour reprendre Roland Barthes qui consacre le plaisir du texte. Nous allons vous conduire, nous sommes déjà en terre capoise avec l'ingénieur Pérard qui a fait un livre magnanime sur l'histoire fort importante
importante de cette ville en Haïti, pour ce que nous sommes comme nation. Nous sommes jusque-là dans l'étymologie, dans l'histoire étymologique du nom de la ville. Nous sommes là dans la toponymie, les noms des villes. Et voyons maintenant comment le Cap français est passé de Cap français vers Cap haïtien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, ingénieur Pérard? Non, c'est déjà, sous le règne du roi Christophe, puisqu'on avait botté le cul Aux Français. aux Français, donc Christophe a pensé que le Cap ne pouvait plus être Cap français et Ouais. le Cap est devenu le Cap Henri. Cap Henri. Mais attends, 1803, c'est la bataille de Vertières, on est Oui. d'accord. Dessalines est gouverneur général à vie, empereur, etc. À ce moment-là, la ville s'appelle comment? Entre 1804 et 1805, Dessalines était encore vivant. Oui. J'imagine que Henri Christophe n'allait pas oser. Oh, après appeler la l'indépendance, ville non, après l'indépendance, le Cap est devenu Cap haïtien. Cap haïtien. C'est à la mort de l'empereur, À la mort de l'empereur, lorsque Christophe est devenu empereur Henri non, Ier, d'abord président président. Mhm, et ensuite roi d'Haïti, mhm. il a appelé la ville Cap Henri. Et est-ce qu'on sait, je sais que tu n'es pas historien, ingénieur Pérard, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il y avait la frontière quand le pays était coupé en deux entre la République de l'Ouest et le Royaume du Nord? Ah, tout à fait, oui. Où était cette frontière? Ça arrivait jusqu'à Bonoui. Jusqu'à Montouy. Là, il y avait des militaires de chaque côté, j'imagine, qui surveillaient. Bon, ça, on n'a pas, Ah, bah, la cette donnée, information. ouais. Mais la ville venait jusqu'à Montouy. Jusqu'à Montouy. Voilà. Et donc, là, nous avons le Cap Henri. Maintenant, comment ça fonctionne, ce Cap Henri? Le palais de Christophe. Christophe, c'était un monsieur monumental. Hein. C'était le roi bâtisseur, comme on dit. Immense édifice carré, de grands aspects à un étage, élevé comme 2 étages, est précédé du côté de la place d'un large portique à haute colonne et pavé de grandes dalles de granit. Les proportions de ce palais sont étendues de chacun des 4 côtés, comme les 3/4 de la façade des Tuileries, référence au palais des Tuileries à Paris. Il n'est pas dans les habitudes des Haïtiens de bâtir de cette façon. Est-ce qu'on peut considérer Henri Christophe comme celui qui a révolutionné le bâti capois? En tout cas, Christophe a mis sa touche Mhm, dans notre système de construction. mhm. Parce que là, il a donné des références extraordinaires. Parce que, par exemple, moi, souvent, lorsque je construis des maisons, pour avoir travaillé pendant longtemps à la Citadelle et au Palais de Sans-Souci, Mhm. je prends des références dans le Palais de Sans-Souci ou bien dans la Citadelle, dans le système monumental. Donc, il a imprimé sa marque dans la construction. Et après donc sa mort, et le Cap Henri va redevenir Cap haïtien. Et à ce moment-là, en 1841, Victor Schœlcher constatera des maisons seigneuriales hautes de 3 étages, toutes bâties de pierre, comme on n'en trouve dans aucune île de cet archipel, et ne sont habitées que par des arbres vigoureux. Nul n'est plus assez riche ici, même pour rassembler ces vastes débris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au fait après la mort d'Henri Christophe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? Bon, après la mort de Christophe, la ville a connu une période de vache maigre. Hein. Mhm. Mais pas pour longtemps. Hein. Ouais. Parce que déjà, vers 1865, entre 1865 et 1890, il y a eu encore un nouvel essor économique. Oui. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une demande accrue pour le coton. Et beaucoup de jeunes se sont démerdés, excusez-moi l'expression, mais pour aller produire du coton et pour exporter aux États-Unis. Parce que c'était la période de la guerre de sécession aux États-Unis. Donc on ne pouvait pas produire tout ce dont on avait besoin de coton pour les filatures. Et cet essor économique qui provenait de la vente de coton et de denrées qu'on exportait aux États-Unis a donné un essor économique extraordinaire à la ville du Cap. Et ceci a eu une impulsion sur l'architecture du Cap. Ouais. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à faire des choses préfabriquées dans l'architecture du Cap, avec des balcons en fer forgé et des trucs industriels. Donc, c'est déjà là. Donc, il y a eu
une incidence extraordinaire. Absolument. Mais avant cet essor économique, et vous avez noté, mais au tout début du livre, vous avez parlé de l'histoire sismologique, de la forte sismicité de la ville du Cap. En 1842, le Cap a été carrément détruit par un puissant tremblement de terre. Mais bien avant, ce que vous annotez dans le livre, le Cap a toujours connu des séismes, avant celui de 1842. Bon, parce que on est sur des plaques, on est sur une plaque plaque tectonique Qui est très active. oui, et donc les risques sont toujours là. Hein. Ouais. C'est la fameuse faille septentrionale qui Ben traverse oui. le Cap. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une très grande inquiétude au Cap haïtien. On sait qu'il y aura un nouveau tremblement de terre. On ne sait pas quand. Mais ne serait-ce que pour que les citoyens se préparent et que les autorités concernées prennent les dispositions pour, dites aux gens qui vous suivent là maintenant, ingénieur Pérard, que s'est-il passé au Cap en 1842? En 1842, la moitié de la ville a été détruite par le tremblement de terre. Parce que là, il n'existait pas encore les références actuelles pour qualifier les tremblements de terre. Il n'y avait pas encore l'échelle de Richter. Oui. Mais s'il y avait déjà l'échelle de Richter, c'était un tremblement de terre qui serait de l'ordre de force 8. Ah ouais, carrément. Donc, la moitié de la ville a été détruite. Avec la moitié de ses habitants qui ont été ensevelis sous les décombres, Ah bah oui. ce que vous nous dites. Définitivement. Et ensuite, il y a eu un tsunami. Donc, la moitié de la ville aussi a été inondée. Et ça a duré quoi, le séisme? 6 minutes, vous dites dans le livre. 6 minutes de tremblement de terre. En 2010, c'était combien de temps on a eu? 51 secondes. Oui. Ouais, quelques secondes, quoi. On n'a même pas eu une minute en 2010. On a vu ce que ça a fait de Port-au-Prince. Donc, le Cap a connu 6 minutes de tremblement de terre en 1842. Oui. C'est pour montrer aux gens l'ampleur des dégâts. Ouais, c'était et ce très qui est fort. mentionné aussi dans ce livre, c'est que une année après, dans la ponctualité du séisme, le président Boyer a dit « Ah, enfin, on a une pause avec ces conspirateurs. » Ouais. C'est terrible cette histoire. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup secoué. Bon, c'était cynique. C'était extrêmement méchant, cynique. Maintenant, la ville a été abandonnée, ce que vous nous dites, et Non, ce que les parce livres que- officiels ne nous apprennent pas pendant... Non, la ville, on a dû abandonner la ville pendant une année parce qu'il y avait les risques Mhm. de maladie. Ouais. Donc, pendant une année, les rues ne sont pas déblayées, il y a des cadavres partout. Oui. Donc c'était, waouh, c'est quelque chose que de savoir ça, parce que dans les livres d'histoire, les faits ne sont pas rapportés de cette manière-là. On est tous au courant du séisme. Oswald Durand en a parlé, Tertullien Guilbeault, vite fait. Mais Delorme. après, Delorme, on a payé des tout petits, des Il maisons est Delorme. des jeunes gars. Ouais. Mais après, on ne nous dit pas ce qui s'est passé. Et vous avez là une photo, là nous sommes à l'intérieur de la citadelle. Oui. Où vous montrez, il y a toujours cette séquelle venant Oui. du séisme de 1842. Oui, la citadelle a subi de sérieux dommages lors du tremblement de terre. C'est terrible. Le palais sans souci a subi des dommages aussi. Toute l'aile est du palais sans souci a été détruite. Donc voici pourquoi aujourd'hui, pour visiter ce palais, nous constatons qu'il y a beaucoup de ruines jusqu'à présent. C'est Ce possible. n'est qu'un tas de ruines. Ouais. Ce n'est qu'un tas de ruines. Et qu'est-ce que c'est dommage. Et c'est magnifique que la citadelle ait pu quand même résister. Oui, mais il faut savoir pourquoi. Parce que la citadelle, il y a des murs qui font facilement 3 mètres d'épaisseur. 3 mètres, c'est 10 pieds. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Et il y a même un mur à la citadelle qui fait 5 mètres d'épaisseur. Hein. Ça fait environ 17 pieds. Il fallait le faire. Hein. Ben oui. Mais non, Christophe, il faut être grand. C'était vraiment un excellent monarque, comme on dit. Après ce qui est dit dans ce livre, sur la ville du Cap, mais je m'attendais quand même, ingénieur Pérard, à un passage sur Vertières. Vertières, ce lieu qui a consacré cette bataille. Après, je me suis dit, vous n'êtes pas forcément historien, vous êtes ingénieur, vous faites un travail sur la ville. Un travail qui est plus
Bon, laissez-moi vous dire urbanistique. que pour avoir travaillé à l'ISPAN Mhm. pendant 27 ans, Ouais. je suis plutôt intéressé à l'aspect architectonique et architectural. Oui, ouais. Donc, c'était plutôt l'aspect, Oui. c'était cet aspect-là. C'était l'angle du travail. Mais justement, sur cet aspect-là, nous avons beaucoup de bâtiments. Et au Cap, vous savez, ce bâtiment-là, Ingénieur Perra, m'a beaucoup fait penser à un immeuble que vous connaissez qui est à New York, qui est très célèbre à New York, qui a la forme presque de fer à repasser. Oui. Et je constate que dans la ville du Cap, et peut-être que, je prends le risque, hein, peut-être que c'est mon côté chauvin haïtien, peut-être qu'on a précédé les Américains dans cette forme d'architecture si extravagante et tout. Ben oui. Mais l'architecture du Cap, dites-nous au 19e siècle comment elle était. Déjà, l'architecture du Cap, c'est une architecture néoclassique. Donc, qui respectait tous les codes de l'architecture classique. Donc, c'est pour ça que le Cap, bon, toutes les villes du pays n'ont pas cette facture-là. C'est peut-être Jérémy, Jacmel et le Cap haïtien qui ont une facture particulière au point de vue architectural. Et quand vous dites néoclassique, vous êtes dans une architecture qui consacre une rigueur dans le tracé, pas beaucoup de place pour une coquetterie géométrique. Oui, c'est pas la même chose que, par exemple, si... il y a d'autres styles architecturaux, par exemple, lorsqu'on voit le style rococo, où il y a des trucs, beaucoup on prend beaucoup de liberté. Là, lorsqu'on est dans le classique, on est vraiment, il y a beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. On n'est pas dans l'architecture baroque, par exemple. Oui. Où il y a... On peut se livrer à beaucoup de fantaisie. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans l'architecture capoise. Absolument. Vous expliquez aussi que cette ville du Cap, que vous, ingénieur Perra, vous êtes capois, que vous aviez toujours connu, cette ville a été envahie par les villes avoisinantes qui ont créé des cités. Vous avez cité beaucoup de noms Bon, oui, de cités. Voilà. Ce phénomène n'est pas spécifique à Cap-Haïtien. Cela est arrivé à Port-au-Prince aussi. Ouais. Et continue à arriver à Et Port-au-Prince. est en train d'arriver à Jacmel aussi. Ouais. Carrefourfeuille pour Port-au-Prince en est un exemple. Ah ben oui. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Parce que moi, par exemple, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étudiais le génie, venant du Cap, m'établir à Port-au-Prince pour faire mes études d'ingénieur, certaines rues de Port-au-Prince étaient encore des rues très passantes. Par exemple, je prends l'exemple de la rue du Centre. Ouais. Je prends l'exemple de la rue du Peuple. Je prends l'exemple de la rue Docteur Aubry ici. Hein? Je prends l'exemple de la rue des Miracles, de la rue des Césars, de la rue des Frontforts, de la rue Traversière. Mais c'est des rues qui ont été envahies par le commerce informel. Ah ben, c'est ce phénomène qui arrive au Cap-Haïtien. Et ceci est dû à une non-maîtrise de la migration interne. Port-au-Prince, maintenant, est rendu à environ 2 millions d'habitants et à environ 20% de la population d'Haïti. Donc, ce phénomène, le Cap n'est pas étranger à ce type de phénomène. Et donc, le Cap, jusqu'en 1950, avait environ 25 à 30 000 habitants. Mais le Cap a dépassé le cap de 400 000 habitants. Alors que la ville, préalablement, n'était pas faite pour recevoir autant d'habitants. Donc, tous les problèmes de densification du bâti. Et dans l'un des passages de la ville vers la fin, j'ai montré où... Parce qu'au départ, le tracé de la ville était fait de telle façon que dans chaque bloc, il y avait 4 maisons. Là, on n'en est plus là, quoi. Bah oui, vous parlez même des îlots qui oui, avaient... les îlots, donc dans chaque îlot, maintenant, les îlots étaient faits pour 4 maisons, pour 4 familles. Et là, on a des îlots avec jusqu'à 16 familles. Ouais. Donc ça veut dire chaque fois 4 fois plus, d'une part,
Mais d'autre part, il y a le problème de la densification des cours intérieurs, puisque le Cap est différent des autres villes du pays, à savoir que dans l'architecture du Cap, il n'y a pas de galerie qui donne sur la rue. Parce que telles que les maisons du Cap sont construites, les maisons sont construites de plein pied sur la rue. Et la vie des Capois, qui était un truc assez particulier, et c'est la seule ville du pays qui est construite comme ça, les Capois vivent à l'intérieur, dans la cour. Non, alors que les gens des autres pays vivent plutôt sur la rue, dans leur galerie qui donne sur la rue. Non, c'est une particularité sur une manière d'habiter la ville, une manière d'être entre familles, quoi. Ben oui. Donc, il y a les Capois ont un petit côté plus intime que les habitants des autres villes de la République. Donc, ouais, ils vivent plutôt à l'intérieur, repliés sur l'intérieur. La galerie de la maison au Cap est à l'intérieur de la cour. Ce n'est pas la même chose, en effet, pour une ville comme les Cayes ou pour Jérémie. 350 ans d'histoire. Jean-Hérol Pérard est mon invité aujourd'hui sur le plateau des livres. Et vous, nous sommes au cœur du Cap haïtien. Je profite de cette occasion pour saluer toutes les Capoises, tous les Capois qui suivent religieusement des livres. Et vous, le Cap à 350 ans, fêtons ça pompeusement. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le Cap et la crise haïtienne de 1867-1869. L'insurrection du Cap éclata juste au moment où l'économie haïtienne commençait à prendre son envol, sous l'impulsion des effets bénéfiques engendrés par la crise du coton. Cette crise était l'arme utilisée par la diplomatie sudiste pour porter la France et surtout la Grande-Bretagne à reconnaître la Confédération. Pendant la guerre de sécession, les autorités coloniales espagnoles et britanniques, établies à Cuba, aux Bahamas et en République dominicaine, ont ouvertement pris parti pour la Confédération, hébergeant des pillards du commerce et des bloqueurs de la Confédération. Haïti était, en revanche, la seule partie des Caraïbes où la marine des États-Unis était la bienvenue et le Cap haïtien servait de quartier général à son escadron des Indes occidentales qui contribuait au maintien du blocus de l'Union dans le détroit de Floride. Haïti a également profité de la guerre pour devenir un important exportateur de coton aux États-Unis et Geffrard fait venir des techniciens pour accroître sa production. Lequel? Geffrard, président d'Haïti, qui va être l'ennemi public numéro 1 de la ville du Cap de Sylvain Salnave. Qu'est-ce qui s'est passé, cette guerre Sylvain Salnave? Je sais que tu n'es pas historien, mais l'histoire est croustillante. Comment une ville a pu résister aux assauts militaires d'un pouvoir établi? Comment Sylvain Salnave a pu tenir comme un seul homme pour conduire cette insurrection anti-Geffrard? Il n'était pas seul. Il avait, c'est vrai, beaucoup de femmes, vous dites, avec lui. Il avait pas seulement succès. et pas seulement les femmes, mais il avait beaucoup de... Il avait toute une troupe avec lui et ils ont vraiment... Et nous c'était l'apport étranger pour bombarder... Oui, ce bateau qui s'appelle le Bulldog. Oui, donc s'il n'y avait pas eu l'appui des Anglais... Des Anglais, oui. On n'aurait pas eu raison de Salnave lors de cette insurrection. Mais Sylvain Salnave, finalement, a été président d'Haïti. Après, oui. Après, ouais. Après, il est retourné, il a été en exil en Repdom, vous dites. Oui. Mais après, il a été fusillé. Bah oui, parce que ni Sage et ses sbires,
Ouais, l'ont zigouillé carrément. Hein. Donc au 19e siècle, l'histoire d'Haïti Assez était mouvementée. Entre 1890 et 1915, le Cap a connu un essor économique. Beaucoup de choses sont dites à ce niveau-là. Mais je préfère tout de suite qu'on survole un peu ces moments historiques pour aller dans la cuisine du Cap haïtien. Vous dites le Cap haïtien, terre de saveurs et de traditions culinaires. Vous parlez d'une cuisine très riche, vous parlez d'une cuisine très élégante. Et est-ce que c'est le Capois qui parle quand vous dites ça? Ou est-ce un gastronome qui parle? Non, mais c'est pas un gastronome, c'est quelqu'un qui a pris conscience de la spécificité de la cuisine capoise. Mais est-ce que tu as goûté à la cuisine de Jérémie, par exemple, à la cuisine des Cailles? Est-ce que comparaison a été établie? Ah bah oui. Moi, en tant que spécialiste de la préservation du patrimoine, j'ai roulé ma bosse dans presque toutes les villes du pays. Donc j'ai eu l'occasion de comparer. Donc l'ingénieur Pérard est prêt à soutenir devant les 3 caméras que nous avons là que la ville du Cap a jusque-là la meilleure cuisine d'Haïti. Ah, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le Cap a une cuisine spécifique. Ouais. C'est le seul endroit du pays où on cuit, où on met dans la cuisine la noix de cajou dans presque tous les plats. Oui, et là on a des photos, on a noix de cajou avec le poulet, on a ça avec la banane. Non, là c'est avec tomate. ragoût de porc. C'est un ragoût de porc, ok. Mais il y a toujours les noix qui sont toujours présentes oui. dans cette cuisine. Dans la cuisine capoise, il y a toujours la noix de cajou. Et ce qu'il y a aussi comme fait particulier dans la cuisine du Cap, les akras. Nous le savons tous comme haïtien natif natal, c'est avec Malanga qu'on fait les akras. Mais au Cap, vous avez une recette. Non, le Cap est le seul endroit du pays où on fait l'acra de pois nègre. Ce qu'on appelle pois nègre au Cap, ça s'appelle pois inconnu à Port-au-Prince. Ouais. C'est le seul endroit du pays où on fait l'acra de pois nègre. Mais est-ce que cette pratique culinaire existe toujours au Cap? Parce que oui. Pour avoir été au Cap à plusieurs reprises dans beaucoup de restaurants, au Cap, on ne m'a jamais proposé ces non, akras. Non, mais c'est pas d'être... Dans les restaurants, on vend ce que les gens ce qui est connaissent. occidental, ce qui est... Voilà. Mais dans les familles capoises, on fait toujours ce plat-là. Oui. Après, ça nous le savons tous, le Cap haïtien, c'est la terre par excellence des cassaves. C'est aller au caille, demander qu'on vous donne de la cassave, regardez. Ça n'a rien à voir avec la cassave capoise. Donc, la cassave capoise serait meilleure, à votre avis, que la capoise cayenne? Je n'aime pas les autres. Parce que là, nous avons... Moi, je me fais carrément harceler. Chaque fois que je vais au Cap, les gens me disent « Songez vider la cassave et songez vider avec mamba. » Parce que aussi, le mamba capois est particulier, n'a aucune commune mesure avec le mamba qui se fait dans les autres. C'est vrai que du temps où j'étais directeur des communications au Conatel, j'avais un collègue qui était directeur des affaires juridiques, Metaspil. Oui, Aspil Fleurant. Aspil Fleurant. Mais quand Metaspil partait au Cap, tout le bureau l'attendait. Ah ben voilà, c'est ce qui m'arrive chaque fois qu'on sait que je vais au Cap. Cassave, mamba. Parce que vous avez aussi une recette particulière pour le mamba au Cap, c'est pas alors, depuis les temps les plus reculés, la fabrication du mamba au Cap est différente de ce qu'on fait dans les autres pays. Ici, par exemple, lorsqu'on fait le mamba à Port-au-Prince, on fait passer les cacahuètes grillées au moulin. Et puis ici, on ajoute de l'huile. On ajoute de l'huile, c'est vrai ici. Et on ajoute de l'huile. Ouais, mais au Cap, c'est sans huile. Au Cap, on ne met jamais d'huile dans le mamba. Jamais. Mais maintenant, comment ça se fait? Dans le temps, il y avait une sorte de mortier, ce qu'on appelle en créole pilon. Donc c'est un gros mortier et dont l'intérieur est revêtu d'une plaque métallique.
Et il y a un gros bâton qu'on donne une forme de... C'est comme une massue, là? Ouais. Hein? Et avec ça, à l'intérieur du mortier, on fait piler jusqu'à ce que les cacahuètes rendent de l'huile. Donc l'huile qu'il y a dans le mamba au Cap provient de l'arachide. Ouais. Alors qu'à Port-au-Prince, c'est vrai qu'on ajoute Donc, alors que de l'huile de cuisine, oui, carrément. c'est pareil aussi. Normalement, c'est lorsqu'on regarde dans les livres de cuisine, pour faire le griot, ici, on fait bouillir la viande, après l'avoir épicée, etc. Et puis après, on ajoute de l'huile pour faire frire. Oui, c'est ce qu'on fait à Port-au-Prince, en effet. C'est comme ça qu'on fait le griot à Port-au-Prince. Mais au Cap, comment faites-vous le griot? Au Cap, c'est ce qu'on dit dans le proverbe, graisse cochon, cuit de cochon. Mais comment vous procédez? On fait bouillir jusqu'à ce que la viande de cochon Donne de l'huile. rende son huile et que c'est l'huile qui provient de la viande qui fait frire le griot. Ah, ça doit donner un goût particulier. Le goût est vraiment différent. C'est une autre cuisine. D'autant que je suis un fanatique de griot et de pâté collé. La prochaine fois que vous irez au Cap Haïtien, demandez à consommer un griot. Ouais, je vais Et demander. vous verrez que vous n'avez jamais goûté. Mais j'ai l'impression, ingénieur Perard, pour goûter à la vraie cuisine capoise, il ne faut pas aller forcément dans les restaurants, mais il faut aller chez l'habitant, il me semble, pour goûter à la cuisine authentique capoise. Pour demander qu'on vous fasse un bon griot au Cap. Ouais, il faut et aller. Le jour que vous aurez goûté au griot capois, vous ne mangerez jamais plus de griot à Port-au-Prince. Et il faut noter au passage, on va revenir à la cassave au manioc, plusieurs autres produits dérivés du manioc qui font partie des spécificités de la région nord, qui fait une utilisation abondante du manioc et de la farine de manioc. Il s'agit notamment de la cassave sucrée, ça je connais, qui se passe de présentation, du pain doux. Pain doux, je ne connais pas le pain doux, moi, c'est quoi le pain doux? Le pain doux, c'est une autre préparation qu'on fait avec la cassave. Mais c'est un truc qui a une très grande épaisseur. Mais c'est comme un pain, il y a de la farine là-dedans aussi. Oui. Ah, c'est la farine de manioc. Oui. Okay. Et comment au Cap vous mangez ça? Avec le café? Comment vous mangez ça au Cap? Oui, avec le café, avec du bamba. Et jusqu'à présent, les gens mangent du pain doux au Cap? Oui. Et qu'en est-il du doukounou? Doukounou, en tout temps, m'attendait. Mais je ne sais pas, moi, j'aime mon non, doukounou. Le doukounou, ce n'est pas à partir du manioc qu'on fait, c'est à partir de la patate douce. Mais qu'est-ce que c'est? C'est comme un pain, le doukounou? C'est comme une sorte de pain sucré qu'on fait avec la patate douce. Et au Cap haïtien, doukounou, et nous mangeons comme dessert ou bien Oui, vous avez ça comme c'est comme un plat? dessert. C'est comme un dessert. Oui. Ah ouais, c'est pas rien, la région du Nord. Vous avez aussi du cochon gras, ça on connaît. Après, vous avez du pain de sucre que vous appelez panissik. Oui. Mais comment on prépare le pain de sucre? Le panissik, c'est à partir du manioc qu'on fait, mais c'est un truc sucré aussi. Un truc sucré. Donc, c'est autant de desserts que la ville du Cap est arrivée à créer. C'est vrai que vous avez une cuisine particulière. Hein. Moi qui suis un animal de Port-au-Prince, on n'a pas malheureusement toutes ces spécificités. Après, dans ce livre, vous touchez à la musique capoise, vous faites un clin d'œil à l'orchestre septentrional. Mais là, je remonte jusqu'au temps de la colonie. Hein. Jusqu'au temps de la colonie. Hein. Vous parlez de la musique sous le règne de Henri Christophe. Après, vous arrivez même jusqu'à Arly-la-Rivière, qui est très connu dans la ville. Et vous avez aussi mais vraiment beaucoup d'orchestres qui ont existé, qui n'existent plus. Et vous avez une photo magnifique des bandes à pied avec quelqu'un qui m'a l'air fort excentrique, là, hein, n'est-ce pas? Les bandes à pied, c'est vraiment l'espace idéal pour voir comment l'haïtien est un être fondamentalement excentrique. Parce qu'on a tendance à dire que l'haïtien est un grand timide, enfermé dans une morale, dans une pudeur. Mais c'est lors des bandes à pied, on se dit, un haïtien, c'est d'abord un exagéré. Oui. Est-ce que les bandes à pied au Cap sont différentes des bandes à pied à Port-au-Prince, ingénieur Perard? On n'a pas la même culture. Hein. Donc, chaque fois, il y a des touches locales dans chaque activité. Mais ingénieur Perard, en parlant de la même culture, pour qui ça au Cap, créole pas nous différent?
C'est parce que non, c'est pas parce nous que entraîner, pas nous non, dire l'autre mot. mais la colonie n'a pas été peuplée Tribus d'esclaves. des mêmes tribus. Mhm. Donc c'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes origines. Ouais. Et je trouve aussi que le créole du Cap ressemble beaucoup plus au créole guadeloupéen martiniquais, Oui, le créole au Cap est très francisé. très francisé. Oui. Et puis ça traîne beaucoup plus que le Non, créole. mais c'est de parce Port-au-Prince. que par exemple, on peut, par exemple, moi qui suis capois, Mhm. je peux voir tout de suite si quelqu'un est capois ou s'il n'est pas capois. C'est Par pas sa exemple, façon de parler créole. Non, parce que même quand il a vécu beaucoup de temps à Port-au-Prince, Mhm. tu ne verras jamais un capois dire, par exemple, électricité. Mhm. Qu'est-ce qu'il va dire? Électricité. Parce que, comme on est dans le français, la lettre E devant une consonne dure Uh-huh. se prononce E. Ouais, avec électricité. Oui. Donc, si tu entends quelqu'un dire électricité, c'est un capois. Et s'il dit électricité, il n'est pas capois. Bonne note est prise. Hein. Ça, c'est Et- une première chose. Mhm. Mais déjà, dans le créole capois, il y a beaucoup plus d'articles que dans le créole port-au-prinçien. Ouais. ou bien Par exemple, le capois va dire « Moi saute, bon, la place, là Mhm. ». Le port-au-prinçien va dire « Moi saute, bon, place, là Ouais. Mais ». Le capois va dire « Moi saute, bon, la rivière, là ». Mais du coup, d'après ça me comprendre, et créole Port-au-Prince là, est plus raccourci que créole au Cap là. Parce que on est Port-au-Prince dit frème, on est au Cap dit fréam. Et Oui, donc, parce que les- le cap là, les- c'est frère à moins. Ouais. Alors ce qui est à Port-au-Prince, n'a fait plus raccourci. Donc du Oui. coup, c'est vrai que c'est deux créoles, c'est vrai. Ah bah oui, On va c'est se pour ça que comprendre. j'ai dit tantôt, on n'a pas la même culture. Ouais. C'est vrai, il faut que les garçons de Port-au-Prince, des cailles de Jérémie comprennent tout ça. Quoique au caille, moi, moi, j'ai l'autre qualité créole, tu regardes Oui, il y a des spécificités, au ouais. caille tout. Ça Mais il y a prouve- beaucoup plus de différences dans le Ouais. parler capois que dans les autres parlers. Absolument. Ça prouve à quel point cette langue est riche. Dans ce livre, vous parlez aussi de la peinture capoise, Philomé Aubin, Anténor Firmin, Demézor Delhomme, Oswald Durand, Rosalvo Bobo. C'est vraiment une vue entière sur la ville du Cap-Haïtien. Nous invitons vivement les amis de l'émission Délivrez-vous à aller lire ce livre de l'ingénieur Perard qui va maintenant nous dire où est-ce que ce livre est trouvable. Non, le livre est disponible pour le moment à Astérix Librairie Astérix qui est à Pétionville. Mhm. et à la Pléiade. Et à la librairie de la Pléiade, ouais. Voilà, je salue ces deux libraires qui font un travail fort intéressant en Haïti. Le livre est disponible à la Pléiade et à Astérix. C'est vraiment un billet pour visiter cette ville qui a une forte importance historique, patrimoniale pour la République d'Haïti. Merci, ingénieur Perrarin, d'avoir participé à cette émission encore une fois. Après Henri Christophe, nous voici donc au Cap-Haïtien. Promesse tenue, parce que vous l'aviez dit sur le plateau, je travaille sur un livre sur le Cap-Haïtien. Et ce Ouais. livre est fait. Maintenant, le prochain, ça va être Jean-Jacques Dessalines, le libérateur mal aimé. Jean-Jacques Dessalines, libérateur mal aimé, qui est un personnage historique pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est Jean-Jacques Dessalines qui a créé Haïti. Merci encore à toi, ingénieur Perard. Merci à toute l'équipe de la télévision. Merci à Gamin, Fekir, Emmanuel et Greg Boule qui fait le son. Bon, il nous a donné un petit peu de retard aujourd'hui. Mais on fait avec Émilie qui fait le maquillage, Alphonse qui réalise, Jimmy qui fait le montage, Spencer qui fait des photos. C'est vraiment une équipe assez grandiose. Et Serge Gonzalez qui bat la mesure, qui structure, qui organise de son lieu. Patrick Monsilla qui fait un travail de maestro. C'est vraiment une grosse équipe qui nous permet de débarquer chez vous
pour vous présenter cette émission. Je vous invite, mesdames et messieurs, à charbonner votre connaissance d'Haïti, votre connaissance du monde en lisant ce livre de l'ingénieur Pérard sur Cap-Haïtien. Connaître Cap-Haïtien, c'est connaître Haïti, c'est connaître une partie de notre âme en tant que peuple. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à lire, délivrez-vous. C'est une émission qui est faite pour ça. C'est une émission du livre, pour le livre et par le livre. Je vous dis, gardons bonheur. Dans le monde, il faut y avoir deux êtres, des livres et vous.